Salut à toi jeune solariste et merci d'être là, fidèle. Ben heureusement que tu es là, hein. Sinon je serais tout seul. Et tu m'imagines tout seul devant ma caméra déblatérer mon pseudo-savoir là, devant un boîtier électronique? Mais non, je serais ridicule, personne ne ferait ça. Et heureusement que tu es là. Bon allez, on poursuit ta formation complète sur les chauffe-eau solaires pour que tu deviennes un vrai solariste. Et puis aussi pour que je puisse prendre ma retraite dans quelques années en me disant que j'aurai au moins transmis mon expérience à quelqu'un de bien. J'ai commencé le solaire en 2005, tu te rends compte? Ça fait presque 20 ans. Et comme je bosse tout seul, ben il n'y a qu'à toi, oui qu'à toi, que je vais transmettre 20 ans de réussite, 20 ans d'échecs, 20 ans de déception et aussi de fierté, bref, 20 ans d'expérience. 20, c'est aussi le numéro de cette vidéo qui fait partie de cette interminable série sur la théorie des chauffe-eau solaires. Et je peux te dire qu'il me reste encore un paquet de trucs à te dire. Bon, on fait le point, on a vu le contexte, on a vu les généralités, on a vu le gisement solaire et donc l'énergie dont on dispose. On a vu les applications diverses du solaire thermique, c'est-à-dire ce qu'on peut faire avec. On a vu les différents types et les différents schémas de chauffe-eau solaire. On a vu le calcul des besoins en eau chaude, on a calculé le rendement des panneaux, on les a comparés, on a parlé des différents ballons solaires, des différents appoints possibles quand il n'y a pas de soleil. On a appris à dimensionner un chauffe-eau solaire, voilà où on en est. Alors, il reste encore à étudier en détail les divers constituants du chauffe-eau solaire qu'on n'a pas encore vus et qui sont la boucle de transfert, c'est-à-dire tous les éléments entre les panneaux et le ballon, et puis la régulation qui pilote tout ça, un beau chapitre. Ensuite, quand on en aura fini avec le matériel, on passera à la partie installation. Bah tu vois, on n'est pas prêt de se quitter, tu vas encore devoir me supporter quelques temps. Et sans compter tous les hors-séries, les quiz, les FAQ et je ne sais quoi d'autre que je compte bien te proposer pour varier les plaisirs de temps en temps. Et ensuite, quand j'aurai fait le tour, je passerai peut-être aussi aux métiers que je connais un peu pour les avoir pratiqués, qui sont les chaudières à granulés de bois et le photovoltaïque. Bon, et puis je suis aussi chauffagiste et donc j'ai quelque chose à dire sur le chauffage et les chaudières à gaz. J'ai posé quelques pompes à chaleur et j'ai fait aussi un peu de récupération d'eau de pluie. Bon allez, comme d'hab, je m'étale, mais je voulais faire un petit point avec toi de ce qui restait à faire. Alors aujourd'hui, on va parler d'un élément clé du chauffe-eau solaire, la régulation solaire. Donc c'est parti, et en avant la musique. Bon, la régulation solaire, à la base, il n'y a rien de plus simple. C'est une régulation différentielle. C'est pas un terme savant, ça veut dire que c'est un appareil qui mesure des valeurs, les compare et en fonction du résultat va te permettre de faire une action. L'exemple le plus basique et qui suffirait à piloter un chauffe-eau solaire, ce serait un régulateur avec 2 entrées et une sortie. Sur chaque entrée, j'ai une sonde de température et sur la sortie, j'ai un relais qui me permet de commander un circulateur. Une sonde est enfilée dans le panneau solaire, l'autre est dans le ballon. Et je dis que quand la sonde du panneau est plus chaude que la sonde du ballon, je fais tourner mon circulateur qui lui-même fera circuler du liquide entre les panneaux et le ballon pour le réchauffer. Franchement, pour 10 balles, on doit pouvoir trouver des petits circuits électroniques qui font ça. Et avec un petit afficheur en prime. Alors bien sûr, sur le marché normal, on ne proposera pas ces produits. On te vendra des régulateurs qui peuvent gérer des dizaines de systèmes dont tu n'auras pas besoin. Ils sont packagés dans des plastiques rutilants et ils ont des tas de fonctions pour optimiser et sécuriser ton système. Alors je dis pas que tout ça, ça sert à rien, mais c'est un petit peu comme les belles voitures. Normalement, tu devrais l'acheter pour aller d'un point A à un point B et pour ça, il te faudrait un châssis, 4 roues, un moteur et des sièges. Ce serait petit, léger, pas cher et ça consommerait rien. Bref, tu m'as compris. Eh bien, quand tu achètes une voiture un peu haut de gamme aujourd'hui, tu te dis, bon, j'ai un super moteur. Ben non, il y en a plein. Et il y en a combien de moteurs d'après toi? Et je te parle pas de celui qui fait avancer la voiture. Je te parle des essuie-glaces, des réglages de sièges, des vitres, la fermeture des portes, du réglage des phares, des rétroviseurs, etc., etc. Alors, combien? Bon, aujourd'hui, j'en sais rien. Mais dans les années 90, j'étais dans une boîte qui vendait des moteurs pas à pas à Audi. Et sur certains modèles, il y en avait déjà 50. Alors t'imagines 35 ans après. Oh les mecs, 50 moteurs. Mais ça va pas la tête. Il n'y a aucune limite alors. Bon alors soyez gentils, n'achetez pas ces voitures et tout le pognon, vous le mettez dans l'isolation de votre maison, dans les économies d'énergie et des ressources, dans une alimentation saine et propre et qui fasse vivre le producteur. Allez voir des spectacles,
faites du sport, des activités artistiques. Enfin, il y a plein de trucs intelligents à faire quand on a du fric. Faites-en profiter quelques associations humanitaires. Et s'il en reste encore, vous le mettez à la banque. Mais attention, pas n'importe laquelle, parce qu'il faut voir ce qu'ils font avec. Faites jamais confiance à votre banquier. Il vous sert à la louche, il vous fait des sourires, il vous sert du très cher monsieur, très chère madame. Et si vous avez beaucoup de pognon, il vous lèchera même la main. Mais par derrière, il ne se gênera pas pour financer le pire. C'est-à-dire industrie pétrolière, industrie chimique, destructrice de l'environnement, armement, spéculation, paradis fiscaux, etc. Et tout ce qui pourra générer du rendement à 2 chiffres. Bon, moralité, toutes les banques ne se valent pas, il faut chercher et il faut comparer. Ouais, je sais, c'est chiant, tu viens chercher de l'info technique sur les chauffe-eau solaires et tu repars avec une leçon de morale de Joseph. Je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Revenons à la régulation. Il existe en gros 2 types de régulation. La régule à débit constant et la régule à débit variable. Celle à débit constant, on la voit de moins en moins, mais il en reste énormément en fonctionnement. Elle pilote simplement en tout ou rien une pompe de circulation. Je t'ai fait un petit schéma pour bien comprendre le principe. Alors, la courbe en bleu, c'est la température du ballon. La courbe en rouge, c'est la température du panneau solaire. Et en bas, en noir, on a l'état du circulateur, donc soit on, soit off. Le temps s'écoule de la gauche vers la droite. J'ai pas mis des heures pour pas surcharger. Et puis, c'est pas très important. Alors, le matin, on est complètement à gauche et on voit que le capteur est à moins de 20 degrés. Et dans cet exemple, on a consommé l'eau chaude probablement la veille ou le matin et le ballon n'est qu'à 25 degrés. Dans cette régulation, on a réglé les 2 différentiels à plus 8 degrés pour le démarrage du circulateur et à plus 4 degrés pour l'arrêt du circulateur. Attention, là, on parle en différentiel. Ça veut dire que ce n'est pas une valeur absolue qui va démarrer le circulateur. C'est une valeur relative. C'est quand il y aura une différence de plus 8 degrés entre le ballon et le panneau qu'on démarre. Donc, dans notre cas, le soleil arrive sur le capteur, il le chauffe, sa température dépasse le ballon et quand il arrive à 25 plus 8 égale 33 degrés, le circulateur démarre. D'un côté, de l'eau à 33 degrés va descendre vers le ballon pour le réchauffer et de l'autre côté, de l'eau à 25 degrés va arriver dans le panneau et vite le faire refroidir. Et quand il ne sera plus qu'à 4 degrés au-dessus du ballon, donc vers 29 degrés, le circulateur s'arrête. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux répéter la question, hein? Est-ce que... Quoi? Ah, pardon. Je m'emporte, je suis un peu tendu. Respect. Pourquoi on s'arrête à 29 degrés et pourquoi on va pas jusqu'à 25 degrés? Ben voilà, je l'attendais celle-là. Alors toi, excellente question. Tu passeras me voir après le cours pour ta récompense. Tous tes petits camarades, même les plus vifs d'esprit, ils n'y ont même pas pensé. Oui, c'est des tocards. Bon, je vais répondre tout de suite. Quand on mesure 29 degrés dans le panneau, au moment où on s'arrête, on peut imaginer que le liquide est à 29 degrés. Et donc, si on continue de tourner jusqu'à 25 degrés, il va continuer de descendre. Il va peut-être faire 10 mètres avant d'arriver au ballon. Et d'après toi, qu'est-ce qu'il va faire pendant ces 10 mètres? Ben oui, il va continuer de se refroidir. Et s'il perd plus de 4 degrés, ben qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va commencer à refroidir le ballon au lieu de le réchauffer. C'est pour ça qu'on se garde quelques degrés de marge en coupant quelques degrés avant. Alors en général, ces valeurs sont déjà programmées dans le système. Ce sont les différentiels de démarrage et différentiels d'arrêt. Elles correspondent à des installations bien isolées qui ont des tailles standards. Maintenant, si tes longueurs de tuyaux sont très longues ou très courtes ou que les tuyaux sont plus ou moins bien isolés, tu peux les adapter pour optimiser. Exemple, j'ai une grande longueur de tuyau qui passe uniquement par l'extérieur et je ne suis pas très isolé. Ben, j'hésite pas à augmenter le différentiel d'arrêt de quelques degrés parce que j'ai des risques importants de refroidir en redescendant. Bon, je reprends les explications. On en était à vers 29 degrés, le circulateur s'arrête, le panneau repart à la hausse, à plus 8 degrés, on redémarre et le panneau redescend. À plus 4 degrés, on arrête la pompe. Le panneau rechauffe. Entre-temps, le ballon a commencé à décoller un peu. Ouais, il lui faut du temps pour bouger, il y a quand même une grosse masse d'eau dedans. Contrairement aux panneaux qui, eux, ne contiennent souvent que 2 litres d'eau. Donc, ils ont très peu d'énergie, donc ils bougent vite. Plus on avance et plus le soleil monte dans le ciel, il gagne en puissance et il va finir par rayonner suffisamment pour vaincre les pertes qui faisaient que le panneau redescendait sous les 4 degrés. Et donc, on va plus s'arrêter et on va accompagner la montée du ballon, sauf si bien sûr un gros nuage arrive et fait redescendre le panneau 4 degrés sous le ballon.
Normalement, si le chauffe-eau solaire fonctionne bien, c'est comme ça que ça se passe. Mais si par exemple le débit est pas bon, trop fort ou trop faible, on n'aura pas le temps d'échanger assez et le panneau va monter trop fort et le système s'arrêtera. Mais ça, on va en reparler plus tard. Maintenant, on va passer au débit variable. Bon, c'est la même chose, sauf que maintenant, les pompes solaires ne sont plus commandées en tout ou rien, mais par un signal proportionnel. Elles ont un câble d'aliment 230 volts et en plus un deuxième câble avec 2 conducteurs. Dedans, on a un signal qui dit à la pompe à quelle vitesse elle doit tourner et c'est le régulateur qui va gérer cette valeur. Depuis pas mal d'années, on utilise la technologie PWM, en français MLI, modulation de la largeur d'impulsion, qui va permettre de dire à la pompe de tourner entre 0 et 100% en modulant entre les deux valeurs. La régulation va augmenter ou diminuer la vitesse de la pompe en fonction du besoin. Elle va regarder comment évolue le delta T entre les panneaux et le ballon et elle va adapter son débit. En fait, c'est vachement bien parce qu'on va moins consommer d'énergie et mieux transmettre les calories. Avant, il y a longtemps, si la pompe était trop puissante, on pouvait éventuellement changer la vitesse avec un petit commutateur sur la pompe. En général, il y avait 3 vitesses. Et sinon, au besoin, on réduisait le débit en fermant légèrement une petite vanne qui crée une charge. Donc, c'était pas bon pour la consommation. Mais tout ça, c'était avant. Et pour ceux qui disent tout le temps « mais c'était mieux avant », ben là, désolé, c'était pas le cas. Bon, voilà un schéma, c'est exactement le même. Le soleil arrive sur le panneau, sa température monte et la régulation va démarrer le circulateur à 100% un peu avant les plus 8 degrés. Puis quand la température du panneau va redescendre, le circulateur va réduire sa vitesse avant qu'on atteigne les plus 4 degrés pour justement pas s'arrêter. Grâce à un algorithme, la régulation va anticiper et permettre de réagir au plus vite, mieux et plus précisément grâce à son analyse et grâce à la vitesse variable. On aura moins d'arrêts, moins d'à-coups, moins de bruit, moins de consommation, bref, c'est génial. Et tout ça pour le même prix. Alors là, je réponds tout de suite à ceux qui mettent des I et des A dans toutes leurs phrases. Non, l'algorithme qui gère l'anticipation, c'est pas de l'IA. C'est sûr qu'on va bientôt voir débarquer des chauffe-eau solaires à intelligence artificielle, mais là, c'est pas le cas. C'est certainement une régulation simple type PID. Alors, PID, c'est proportionnel intégral dérivé. La régulation va mesurer l'évolution du décalage entre la mesure et la consigne et corriger la consigne en temps réel pour l'atteindre le plus vite possible. Si vous voulez en savoir plus, soit vous faites des études supérieures en électronique, soit vous fouillez dans YouTube et vous trouverez votre bonheur en tapant régulation PID. Voilà pour une régulation de base, j'ai pas grand chose à dire de plus, mais t'inquiète pas, c'est pas fini, loin de là. Sur la régulation, il nous reste à voir les fonctions évoluées type protection contre la surchauffe et un petit catalogue des systèmes proposés qui te permettront de faire plein de choses compliquées avec ta régulation. Comme par exemple gérer ta piscine, gérer une chaudière, faire du chauffage solaire, gérer des ballons tampons, gérer une double exposition de panneaux, par exemple un panneau à l'ouest et un panneau à l'est. Bref, des tas de trucs passionnants. On verra tout ça dans le prochain épisode. En attendant, et pour ceux qui ont des chauffe-eau solaires normaux, dont soit la régulation, soit le circulateur sont en panne, voici pour finir en beauté quelques infos bien pratiques. En général, sur un chauffe-eau solaire, quand un élément tombe en panne, on n'est pas obligé de tout changer et on trouve toujours des solutions compatibles parce que c'est simple. Le cas le plus courant, c'est la pompe qui est morte, donc faut la changer. Et si l'installation est ancienne, la régulation est peut-être en tout ou rien et n'a donc pas les 2 fils supplémentaires qu'ont toutes les nouvelles pompes. Car oui, maintenant, toutes les pompes de chauffage sont à basse consommation et ont une entrée PWM ou un autre système pour faire varier le débit. Ben, c'est pas grave, dans ce cas-là, on achète une pompe moderne et on ne branche pas le petit câble. On branche juste l'alimentation 230 volts avec la phase, le neutre et la terre et normalement, ça marche à l'ancienne. Alors, je ne connais pas toutes les pompes, donc c'est mieux de s'en assurer avant en posant la question. Des fois, le mode PWM est activé et il faudra juste le désactiver dans les paramètres de la pompe. Et il y aura une petite procédure pour ça qui sera dans la doc. Ouais, faut pas hésiter à ouvrir les docs, il y a plein de choses intéressantes dedans. Et puis sinon, on peut aussi avoir la régulation qui est morte et la pompe qui marche. Alors là, on achète une régulation moderne et on branche son vieux circulateur dessus. Et il n'y aura rien sur l'entrée PWM de la régulation. Par contre, peut-être qu'il faudra aller dire au régulateur dans ses paramètres qu'on n'utilise pas cette sortie PWM.
Mais en vrai, si tu changes la régule, ça ne sera pas ça le principal problème. Il faudra surtout t'assurer que les sondes de température que tu as sur ton installation sont bien les mêmes que celles attendues par le régulateur. Bah ouais, si ton nouveau régulateur, il lit par exemple des sondes platine PT1000 et que sur ton installation, il y avait, je sais pas moi, mais par exemple une sonde NTC dans le ballon, bah ça pourra pas marcher. Les valeurs seront complètement incohérentes. Et dans ce cas-là, il faudra bien racheter des PT1000 et remplacer les sondes dans le ballon et peut-être même sur le capteur du toit. Donc MEF. Ouais, MEF, ça veut dire méfie-toi. Quand j'étais jeune et qu'on était obligé de faire son service militaire, si le caporal-chef, il pointait du doigt en disant MEF, ben t'avais intérêt à faire gaffe, parce que t'étais pas loin du coup de pied au cul, ou des 20 pompes, ou pire, le mitard. Bon, je m'étale pas plus. Pour les sondes, je referai un chapitre spécial plus tard. Bon, pour finir, histoire de faire des petits travaux pratiques, je te branche une petite régulation sur l'établi et on regarde ensemble les bases. Alors, je t'ai sorti 4 régulateurs de 4 marques différentes. Ben, ils ont beau être de 4 marques différentes, t'as l'impression que c'est quasiment les mêmes, quoi. À part celui-là, mais bon, il n'y a pas une très grosse différence. On va les ouvrir. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que ça, c'est une régulation Wiesmann, avec à gauche les sondes de température, à droite les relais et l'alimentation. Tu arrives ici, c'est marqué Sonnencraft, c'est exactement les mêmes câblages. Tu arrives ici, c'est de Dietrich, c'est exactement les mêmes câblages. Et tu arrives ici, c'est Baxi, c'est exactement les mêmes câblages. Donc en fait, on peut penser que c'est le même fabricant qui fait tout ça. Ici, tu as marqué température sensor PT1000. Ça veut dire que cette régulation, elle attend des sondes type PT1000. Bon, ben là, j'ai juste mis le jus. Donc, on est en erreur. Ça clignote de partout. Il y a une flèche, c'est marqué CAP. Donc, c'est sonde capteur 8888. Ça veut dire qu'il ne reconnaît pas sa sonde capteur. Et ni la sonde ballon, d'ailleurs, elle clignote. Donc, on va en prendre une des 4. Celle-là, bien sûr, sur laquelle j'ai mis le 220. Et on va y brancher 2 sondes. On va dire que par exemple celle-là c'est la sonde capteur et ça c'est la sonde ballon. Donc c'est très simple, de mémoire, la S1 c'est quasiment tout le temps la sonde capteur et la S2 c'est en général la sonde bas de ballon. Et il faut minimum ces 2 sondes là pour que ça fonctionne. Donc je les branche, bon il y a 2 fils, il y a aucune. Je suis obligé de lâcher parce que j'ai le téléphone à la main. Bon voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes 2 sondes qui sont là et je les ai branchées. La noire sur l'entrée S1 et la blanche sur l'entrée S2. La noire, c'est le panneau solaire et la blanche, enfin la grise, c'est le ballon. Donc maintenant, si on regarde ici, qu'est-ce qu'on a? Capteur 16,1 degrés. Voilà, si je bouge là, on va changer. Hop, non, c'est l'autre. TR, c'est sonde du bas, ça clignote, 15,8. Voilà, on a à peu près 16 degrés dans les sondes. Et le circulateur tourne à 0%. Forcément, il tourne à 0% puisque, parce que j'ai pas de différence entre mes 2 sondes. Donc, on va les regarder dans la programmation. La plupart du temps, sur ce genre de régulateur, en appuyant longtemps sur une des 2 touches, on bascule dans un autre mode. Voilà, donc INST1, c'est qu'on est en mode 1, donc c'est un certain type de schéma. Et si j'appuie ici, j'ai DT. Donc différentiel d'enclenchement, donc DT on, c'est 6 degrés, ouverture, pardon, et fermeture 4 degrés. Donc ça va démarrer quand on aura 6 degrés de plus dans le capteur et ça va s'arrêter quand on n'aura plus que 4 degrés. On va faire l'expérience. On a 16 là et on a à peu près 16 aussi en bas. Donc si mon capteur il fait 16 plus 6, 22, la sortie relais va déclencher. Alors comme je suis un super malin, j'ai pris un décapeur thermique, je vais chauffer cette sonde, et normalement la sonde capteur, elle va monter. Allez, on y va. Elle va monter même assez vite. Normalement. Ça monte, ça monte. Paf. Alors, j'éteins, sinon vous ne m'entendez pas. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que là, maintenant ça clignote. Ça veut dire que j'ai dépassé les fameux 6 degrés, et la sortie relais s'est mise à 1. Donc mon circulateur, s'il était branché ici, ce qui n'est pas le cas, il serait en marche. Voilà. Je crois que pour la démonstration de base, c'est suffisant. Donc, 15,7 température ballon, 30 et quelques au niveau du capteur. Et là, ça c'est le pourcentage, c'est-à-dire la pompe est à 100%.
Voilà, sauf que j'ai pas de pompe. HP, c'est le nombre d'heures de fonctionnement. Tout ça, c'est des fonctions qu'on verra après. Ça n'a pas d'importance. Voilà pour la petite démo. Donc, souvent, les régulations, c'est comme ça. Là, en l'occurrence, je répète, possibilité de mettre 4 sondes. Alors, pour un chauffe-eau solaire simple, ça va être sonde toiture, sonde en bas de ballon, sonde en haut de ballon, qui peut servir soit uniquement d'information, soit pour faire des choses, et une sonde supplémentaire qui, sur certains schémas, vont te permettre de faire d'autres choses. Là, j'ai 3 bornes de terre. Là, j'ai 2 sorties relais et une alimentation. Et alors, sur les autres, c'est pareil. Voilà. Et même si c'est pas une régulation de ce type-là, elles se ressemblent toutes de toute façon. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça t'a plu. J'espère même que ça peut t'aider. Des fois, on sait que c'est pas compliqué, mais on n'ose pas le faire. Je sais pas, on a peur de faire des conneries. Donc là, tu as vu comment j'ai fait. Il n'y a rien de compliqué. Et c'est à force d'essayer plein de trucs qu'on a de moins en moins peur d'essayer plein de nouveaux trucs. On prend confiance en soi. Puis franchement, il y a quoi comme risque là? Je me trompe dans un câblage? Bon, ça marchera pas. Peut-être même que tu vas faire disjoncter le tableau électrique, ou au pire, bousiller la régulation. Bon, souvent, il y a des fusibles là-dessus, donc ça peut encore se rattraper. Et alors, au pire des cas, ce qui pourrait arriver, ce serait que tu sois à pieds nus dans une flaque d'eau, que tu touches la face dans une main et le neutre dans l'autre, qu'il n'y ait pas de protection différentielle au tableau électrique, et qu'en plus, la protection du disjoncteur soit défaillante. Alors là, effectivement, ça craint pour ton matricule. Bon, les petits solaristes, sur cette fin optimiste et pleine d'espoir, je vous laisse. Salut à toi et je te dis à très vite pour la suite. Tiens, ça rime. Putain, je suis un poète.